Frédérique Martz, la cofondatrice de Women Safe, avec Pierre Foldès. Nous sommes tous les deux les cofondateurs. Nous avons ouvert l'Institut en 2014 avec une vocation, c'était une cible particulière, c'était les femmes victimes de violences. En 2017, nous ouvrons vers les enfants parce que c'est la mission de Women Safe, c'est de tendre la main des victimes qui n'ont jamais parlé, les enfants en faisant évidemment partie. Oui, effectivement, ça s'est imposé de façon quasiment naturelle. Donc le but était d'effectivement toucher les personnes qui n'étaient pas touchées par les différents dispositifs qui étaient très très dispersés et spécialisés. Ici, on fait tout, c'est-à-dire que les équipes de Women Safe répondent à tous les besoins de ces femmes et de ces enfants victimes, que ce soit juridique, médical ou social, et donc on a tout regroupé dans un même endroit. Et on s'occupe de toutes les formes de violence. La libération de la parole est un long processus, donc en fait, on a beau aller les chercher, c'est pas là qu'elles libéreront la parole. Je pense qu'il faut laisser cette liberté et ne pas infantiliser ces femmes en allant les chercher, mais en leur donnant un lieu, en leur citant un lieu dans lequel elles y trouveront des réponses de professionnels qui sont très spécialisés dans le psychotraumato et la victimologie. Et ce lieu-là, parce qu'il réunit autant de professionnels et autant de compétences, attire nécessairement les femmes, soit par du bouche à oreille, soit par une orientation d'un professionnel, qu'il soit de santé, du social, de la justice, soit évidemment les coupures de presse dans lesquelles on est, puisque notre marraine c'est Florence Foresti, et que de temps en temps on a la possibilité d'accueillir une victime qui finalement voit en notre organisation quelque chose d'innovant, et on le vit vraiment comme quelque chose d'innovant puisque très complet, et ces femmes nous confient après leurs enfants parce qu'elles ont aussi conscience que leur enfant n'a jamais eu l'occasion d'évacuer les formes de violence auxquelles il a pu assister. Et donc il peut y avoir deux populations, des femmes qui viennent directement parce qu'elles ont entendu parler de nous, et puis des femmes qui sont référencées par tout un certain nombre de dispositifs ou d'acteurs de la société civile qui sont très très contents de nous avoir à leur côté pour pouvoir gérer ce problème. Ça peut être des professionnels de santé, des forces de l'ordre ou des particuliers. D'abord, un enfant, en fait, il a besoin d'être entendu, respecté dans son statut d'enfant et construit pour un avenir sécurisé dans lequel il y trouvera effectivement des repères qui seront nécessairement donnés par des adultes. Quand les adultes ne sont pas adaptés, effectivement, c'est à nous de construire un parcours et d'imaginer avec l'enfant un parcours sécurisé. Le parcours sécurisé, il part déjà de la libération de sa parole sur ce à quoi il a pu assister. On a beaucoup d'enfants qui aujourd'hui subissent les conflits de couples qui se séparent et qui prennent l'enfant comme on va dire un objet de conflit ou de discussion, et l'enfant il le ressent, alors que selon l'âge il a une grande loyauté envers ses deux parents. Cette problématique en fait elle est souvent ressentie à l'institut, et l'enfant en fait il commence à rentrer dans un processus où il ment, où il ne respecte pas finalement des codes d'éducation. Je parle du mensonge, mais ça peut être d'autres choses que l'enfant met en place, simplement parce que lui, il régit ou il essaye de réguler sa vie en protégeant les deux parents. Même s'il a été témoin des violences, par exemple, de son père sur sa mère, il restera dans cette phase pendant très longtemps. En fait, on le construit justement pour qu'il devienne autonome et qu'il se dise que ce n'est pas son histoire, même s'il en est témoin, mais que lui-même, en tant qu'enfant, il a le droit de rester dans son monde d'enfant et qu'il peut réfléchir comme un enfant. C'est l'ambition que nous avons aujourd'hui, puisque l'aide sociale à l'enfance s'appuie aussi sur l'Institut pour prendre en charge des enfants victimes de violences sexuelles, c'est que dès le départ, on a imposé un peu dans ce partenariat une ambition pour l'enfant de lui construire son parcours, surtout quand il sort, on va dire, et les chiffres le disent bien, on dit que les enfants, enfin les SDF sont aujourd'hui à 40%, je crois, des enfants, des ex-enfants de l'ASE. Nous, on ne peut pas imaginer que ce parcours, il finisse à 18 ans sans qu'il n'ait été construit
pour qu'il devienne lui-même un adulte avec la force et l'énergie qu'on lui aura donnée pendant ces années alors qu'il était enfant. Donc cette construction, évidemment, c'est déconstruire finalement cette hypersexualité dans laquelle on l'a mis au moment où il a subi les violences sexuelles. Et c'est très très important de revenir et de le faire élaborer les choses, de lui donner envie, par exemple, d'aspirer à pratiquer un sport, à envisager un métier. Voilà, c'est un peu notre ambition. Alors, aujourd'hui, on est à plus de 3000 femmes qui sont entrées dans l'Institut et on a plus de la moitié dont la situation est résolue. Ça m'amène à parler de la pérennité de notre suivi, puisque souvent on parle de pérennité et on ne sait pas ce qu'il y a derrière ce mot-là. Nos infirmières, qui sont les infirmières d'accueil, aujourd'hui téléphonent à toutes les femmes depuis 2014, puisque 2014 c'était notre date d'ouverture, pour savoir comment elles vont. Donc je trouve que ça c'est important, de pouvoir se dire qu'on prend effectivement, on crée ce lien qui reste pérenne, parce qu'on sait bien qu'au bout de 4 ans, 5 ans, d'autres choses peuvent se mettre en place, d'autres formes de violence peuvent se mettre en place, et qu'il est peut-être bien de rester, de créer on va dire, ce lien naturel qui permet effectivement, qui nous permet aussi d'être contents de notre travail. Pour les enfants, on est à peu près à 300 enfants qui ont été inclus, un mélange d'enfants de mamans que nous avons reçus, mais également d'enfants issus de l'aide sociale à l'enfance. Alors c'est des femmes qui viennent de 51 départements différents. Ça m'amène à parler de la notion du département et du département des Yvelines, qui a effectivement sa particularité. Autant on parle de la localisation des femmes, mais on ne parle jamais de cette différence entre le rural et les zones urbaines et les zones rurales. On parle beaucoup des zones prioritaires. Pour les Yvelines, pour moi, c'est un département avec une expertise absolument incroyable, puisque ce département est coupé, je crois qu'il a 60% de zones rurales. Ces zones rurales ne sont pas suffisamment couvertes, c'est des zones dans lesquelles on peut y trouver des femmes victimes de violences, mais souvent elles passent par les élus locaux. Donc c'est la mère ou le maire du village, on va dire, qui va traiter une violence conjugale. Je pense que c'est aussi ça notre enjeu en tant que professionnel sur un sujet aussi grave de santé publique, c'est aider aussi les élus dans leur commune, dans leur petite commune, à pouvoir s'appuyer sur des dispositifs comme les nôtres, parce que la ruralité, elle appelle à une autre organisation. Il faut plus aller vers, à la différence de l'urbain, où on est une structure finalement dans une ville, et que quelque part, il est plus facile de nous identifier. Le rural, c'est des zones qui sont, on va dire, fragilisées par un manque de connexion déjà du téléphone, où le téléphone n'est pas reçu facilement, et puis aussi par l'organisation et la connaissance du sujet par des élus locaux qui n'ont pas assez d'éléments, on va dire, dans l'opérationnel de leurs actions.